Chers Belges, chers amis de la Belgique, bienvenue dans le De Groot Podcast. C'est le podcast qui agrandit les petits Belges. Aujourd'hui, nous avons l'énorme plaisir d'accueillir Sébastien de Beaufort, qui a lancé sa 7e start-up qui s'appelle Solid CV, qui aide tout plein de personnes à acquérir un bon CV pour trouver l'emploi. Sébastien, à côté de cela, est aussi quelqu'un qui travaille pour les Nations Unies, qui est réserviste. Et aujourd'hui, nous allons parler non seulement de l'IA, des blockchains, mais aussi de comment est-ce que la Belgique peut devenir un meilleur pays pour l'entrepreneuriat. Bonjour Sébastien de Beaufort, comment vas-tu ? Bonjour Charles, enchanté. Et toi ? Très bien. Je vais bien parce que on a ce beau podcast aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler non seulement de l'IA, de blockchain, mais aussi de tout ce qui est comment est-ce qu'on apprend aux jeunes et comment est-ce que ta compagnie, Solid CV, essaye de combler un grand manque dans notre société qui est tous ces jeunes, toutes ces personnes qui essaient de trouver un travail. Donc, je suis super content de t'avoir aujourd'hui. Mais avant tout, j'ai envie de te poser la première question qui est, c'est quoi la Belgique pour toi ? Alors, c'est une question à la fois très courte et à la fois très longue quand on pense à toutes les réponses qui viennent à l'esprit. Pour moi, la Belgique, c'est bien sûr une identité. Je voyage énormément pour mon boulot et quand on voyage, on est forcément identifié à son pays. Eh bien, c'est assez agréable d'être belge à l'étranger. Okay. Les Belges sont bienvenus à peu près partout, oui. Même dans les endroits où on penserait qu'on ne l'est pas. Et c'est quels endroits que tu dirais, en fait, on serait pas très invité ? Eh bien, la première fois que j'ai été au Congo, à Kinshasa, j'étais pas super à l'aise d'être belge. Ok. Raconte un peu pourquoi. Ben voilà, on parle toujours d'un passé un peu mouvementé, et c'est vrai qu'il est là, mais ce n'est pas pour autant que je n'étais pas le bienvenu. Au contraire, j'ai toujours été très très bien accueilli. Sur place, les gens me demandaient toujours si j'étais français. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on pense qu'un Belge est un Français au Congo ? Alors, il paraît que je ressemble à Macron. De profil. Ok. Bon, moi, je ne vois pas, mais voilà. Ouais. Ça m'est arrivé plusieurs fois là-bas qu'on me pose la question, et à chaque fois, je dis non, je suis pas français, je suis belge. Ah, tu es belge ? Oui. Ah, mais bienvenue. Il faut revenir. Il faut venir visiter le Congo. Et donc, c'est pas du tout ce que l'on pourrait penser Mais je trouve que depuis la Belgique. C'est une belle histoire parce que c'est pas ce qu'on entend normalement dans les médias. On dit tout le temps que voilà, les relations sont très très mauvaises. Et là, tu es en train de dire que personnellement, tu as l'impression que ça va. Alors, les relations entre la Belgique et le Congo sont relativement bonnes. Oui. Il faut savoir que le Congo, c'est la plus grosse mission politique bilatérale qu'a la Belgique. Encore tout le temps aujourd'hui, du jour. Encore aujourd'hui, oui. C'est okay. 16 diplomates, si ma mémoire est bonne, ici ça n'a pas changé parce que ce genre de choses évolue. Et ces diplomates font un excellent travail au Congo. C'est vraiment très chouette. Et donc tu disais que tu voyages beaucoup pour ton travail. Ouais. Tu as créé plus de 7 entreprises, des startups. Mais avant que tu aies créé ces startups, qui était Sébastien ? Sébastien, avant l'entrepreneuriat, c'était un cancre, vraiment le stéréotype. C'est-à-dire, j'ai doublé quelques fois en secondaire. Dans quelles écoles Alors, en secondaire, le début secondaire, c'était à Saint-Michel, où j'ai doublé une première fois, et puis... C'est drôle parce que j'ai aussi été à Saint-Michel, mais en 5-6. Donc, oui, on n'a pas eu les mêmes profs, du coup. Enfin, peut-être. Effectivement, mais donc c'est pas pour autant que j'y ai passé un mauvais moment. Hein. Les profs à Saint-Michel étaient, je trouvais, excellents et faisaient particulièrement attention, et même attention à moi alors que j'étais le cancre de la classe. Puis bon, donc j'ai doublé ma 3e secondaire et puis j'ai failli la redoubler une 2e fois. Et cette fois-ci où ? C'était toujours à Saint-Michel. Okay. Et puis là, on m'a dit, bon, peut-être qu'il serait quand même temps de changer d'école. Et là, je suis parti à l'internat. Okay. C'est moi qui l'ai demandé, à Godine. Super année, un peu trop bonne. C'est-à-dire puisque, de nouveau, j'ai doublé. Mais quand tu dis que tu as doublé, c'est quoi, 2 fois, 3 fois ? Donc, j'ai doublé 2 fois en secondaire. Ok. Et puis encore un petit peu dans le supérieur. Ok. Attends, mais avant, donc dans le secondaire, pour aller au supérieur, tu es allé où alors Donc, Godine 1 an, et puis ensuite Bois Sauvage... 4, 5, 6 pour faire mon jury. Et là, 4, 5, 6, quoi, en 2 ans En 1 an. En 1 an. Tu as fait la 4e, 5e et 6e année. Wow. Oui. Et pour quelqu'un qui a jamais fait le Bois Sauvage, c'est comment d'aller là-bas ? Alors, c'est intense. C'est
C'est assez difficile à expliquer. C'est à la fois presque traumatisant, j'en fais encore des cauchemars de temps en temps. Ah oui? Mais d'un autre côté, c'était efficace. Mhm. Les profs étaient incroyables, des profs avec qui j'ai gardé contact, Mhm. des profs avec qui m'ont montré même mon bar préféré à Bruxelles, la Porte Noire. Eh bien, c'est un prof du Bois Sauvage Et comment, qui me l'a indiqué. comment ça se fait que les profs sont aussi proches au Bois Sauvage et moins dans d'autres écoles? Alors, le Bois Sauvage, l'intérêt, c'est que il prépare à l'examen de l'État, le Mhm. jury, et donc on a des profs qui préparent un examen d'un autre. Ok, Et qui sont donc vraiment leur seul critère sur lequel ils sont cotés, c'est la réussite. Est-ce ok, que leur taux de réussite. Et au meilleur est leur taux de réussite, au meilleur ils sont. ok. Et donc c'est pour toi, quand tu dis ces cauchemars, tu peux nous expliquer pour quelqu'un qui n'a jamais été au Oui. Bois Sauvage, qu'est-ce qu'on te fait en tant que jeune garçon ou fille qui fait en sorte que tu réussis après tant d'années, réussir ton examen? Alors c'est très intense. Je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque c'était, on avait des interros à peu près tout le temps sur la matière. Mhm. Et si on ne réussissait pas les interros, on restait à l'école. Ok. Donc c'était de mémoire le mardi et le mercredi c'était jusque 20h, le lundi et le jeudi jusque 18h et le vendredi jusque 22h. 22 heures. Ouais. Donc tu pouvais rester jusqu'à 22 heures. Et donc en fait, c'est un peu dingue cette école. Et réussir une interro, ça veut dire avoir 100%. Ah, ça c'est le Bois Sauvage, il faut Ouais. avoir 100%. Oui, pour pouvoir sortir de l'école. Et donc quand tu dis ces cauchemars, c'est resté longtemps? Ou- Au début, je suis resté quelques fois jusqu'à 22h, oui. Oui. Et à la fin de l'année aussi, parce que à la fin de l'année, si on voulait vraiment tout faire en un an, ils ont dû mordre un petit peu sur les heures après 4 heures Mhm. pour donner des cours. Donc, on a déjà eu des cours jusqu'à 22h. J'ai même un souvenir d'un prof qui nous a dit, voilà, vous deux, vous avez examen de chimie orale lundi, Mhm. on est vendredi, il est 22h, vous pouvez rentrer chez vous si vous le souhaitez, mais clairement, vous n'êtes pas encore prêt. On reste le temps qu'il faut et il est resté avec nous jusqu'à, je pense que c'était 1h du matin. 1 heure du matin. Ouais. Et donc c'est ça, tu considères que le Bois Sauvage est quelque chose à faire pour des jeunes qui ne réussissent pas? Alors oui, maintenant c'est vrai que ça a un certain coût, mais c'est une option à tenter. L'école met un cadre, une discipline de faire, Mhm. euh, ce qui moi, je dois avouer, m'a assez bien correspondu, Mhm. euh, et il tire des cas désespérés comme moi jusqu'à la réussite, donc oui. Après, donc tu as réussi le Bois Sauvage, qu'est-ce que tu as fait après? Alors, après, j'étais passionné de physique et j'avais qu'une seule envie en tête, c'était d'être astronaute. Ok. Et donc, je me suis lancé dans des études de maths physique à l'UCL. Mhm. Et bon, ça n'a pas été un franc succès. Là, je pense que c'était visé un peu trop haut et je n'étais clairement pas assez, assez intelligent ni assez mature pour ça. Mhm. Euh, et bon, donc je me suis un petit peu éclaté. Ok. C'est pas pour autant que cette année n'a servi à rien. C'est là où j'ai rencontré mon futur amour, l'informatique. Mhm. J'espère que ma femme ne m'entend pas. Ok. Euh, Et pourquoi tu dis futur amour? Qu'est-ce qui t'intéresse par l'informatique? alors, l'informatique, c'est surtout le développement. Mhm. C'est la possibilité pour quelqu'un qui n'est pas spécialement manuel comme moi Oui. de créer, de pouvoir partir de rien et de pouvoir créer des choses. Alors en plus, on parle ici de 2009 ou 2010. Ok. Et c'était une époque où l'informatique c'était encore magique, un peu comme l'IA l'est aujourd'hui. Mhm. Ça paraissait incroyable, ne serait-ce que de faire un site internet. Oui. Et donc on pouvait construire, créer de la valeur, tout était encore à faire. C'était le début des réseaux sociaux, c'était le début des e-commerce, c'était assez chouette. Et quand tu dis justement au début des réseaux sociaux, comment est-ce que tu as... Parce que tu es allé faire des études après. Comment est-ce que tu as réussi à financer ces études? Après l'UCL et les maths physiques, j'ai quand même fait encore 3 années, pardon. 2 d'ingénieur industriel à l'ECAM. Mhm. Où, bon, de nouveau, j'ai réussi la première, mais j'ai raté la deuxième, Oui. 2 fois. Et ensuite, je me suis rendu compte que voilà, la partie vraiment qui m'intéressait dans l'ingénierie, c'était
l'informatique. Mhm. Et j'ai trouvé une école qui avait l'air assez sympa, qui s'appelait Supinfo, mais qui était une école privée. Ok. Alors, on est en Belgique et Donc ça coûtait la douille, quoi. ça a coûté une douille. Et en Belgique, il n'y a pas beaucoup d'aide pour ça. Il n'y a pas spécialement de statut pour faire de l'alternance. Mhm. Donc, ça veut dire étudier et travailler dans le même domaine en même temps. Mhm. Et il n'y a pas de prêt étudiant facilement faisable. Et c'est Mhm. comme ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Plus par nécessité finalement que par choix où j'avais le choix. Je devais trouver un moyen. Et donc j'ai trouvé des gens qui ont été d'accord de m'intégrer dans leur équipe pour lancer une start-up Mhm. et de financer mes études. Mhm. Et donc c'est comme ça qu'on a lancé la première, QWERTY. Ok. Et c'était quoi comme business? Alors c'était un business de classe à distance, de cours à distance. Mhm. On Donc, avait- comme on a eu pendant le Covid, mais... Exactement, mais bien avant, longtemps avant. Donc on était même trop tôt pour le marché Mhm. et on le savait. Ok. On le savait, c'est même pour ça que l'on a lancé en parallèle Azerteach, qui est donc qui faisait pareil, mais en présentiel. Donc c'est des cours particuliers en présentiel dans un bâtiment qu'on avait eu l'opportunité d'avoir pendant quelques mois. À quel point est-ce que tu dis que c'était quelque chose d'innovant dans le marché belge, mondial, à ce temps-là? Les cours à distance, Oui. les gens n'étaient pas prêts. Uh-huh. Les gens Pourquoi? n'étaient pas prêts à se mettre devant une webcam pour suivre un cours. Dans la mentalité, ça passait comme quelque chose de qualité moindre. Mhm. Et alors, on a aussi eu une difficulté qui était de se dire, voilà, on a des enfants de primaire, de secondaire, qui vont se retrouver devant un prof que les parents ne connaissent pas forcément, devant une webcam, etc. C'était pas forcément rassurant. Ok. Pour les trucs GDPR, etc. Ou bien juste... À l'époque, ça n'existait pas encore. Ah oui, ok. Non, c'était plus devant qui est-ce qui va se retrouver, c'est qui cette personne en ligne. Mhm. C'est un problème que l'on a résolu en gagnant le concours de start-up du MIC. Mhm. À l'époque, c'était le Microsoft Innovation Center. Aujourd'hui, l'acronyme a changé parce que je crois que Microsoft n'y est plus, mais c'était un concours organisé par Microsoft et la ville de Bruxelles. Oui. Et grâce au concours que l'on a gagné, on a eu pas mal d'articles dans la presse à l'époque, Mhm. ce qui a rassuré les parents. Et puis alors avoir un petit logo partenaire avec Microsoft, forcément, ça aide. Mhm. Malheureusement, quelques mois après la fin de mon master, mon associé est décédé d'un cancer. Ah, sorry, excusez. Voilà, ça fait quelques années, c'était en 2018. Ok. Et bon, pour être entrepreneur, il faut être stable sur ses deux pieds, financièrement et émotionnellement. Mhm. Parce que ça va être un vrai roller coaster. Et clairement, à ce moment-là, je n'étais pas prêt à me relancer dans une aventure entrepreneuriale. Et je n'étais pas prêt à continuer celle-là avec la chaise vide à côté de moi tous les jours. Est-ce que tu trouves qu'un entrepreneur doit tout le temps avoir un associé? Alors, ça dépend de sa personnalité. Ok. Moi, j'aurais tendance à dire que oui. Mhm. Pour une raison bien simple, c'est que une chose est sûre, c'est qu'on va se tromper. Mhm. Et il faut avoir quelqu'un pour vous le dire. Ok. Donc moi, je ne me lancerai jamais tout seul. J'aurai toujours des associés sur toutes mes boîtes. Ça, c'est sûr. Par la suite, quand je me suis relancé donc c'était en 2020 que je me suis relancé comme entrepreneur après une petite pause comme employé. Mhm. C'est-à-dire que là, on avait une idée de business qui nous paraissait solide comme du rock. C'est-à-dire? Donc c'était GIN, Global Internship Network. On voulait envoyer des étudiants en stage à l'international. On avait ce qu'il fallait, on avait le réseau qu'il fallait, on avait testé un petit peu, on avait testé aussi bien au niveau des boîtes qu'au niveau des écoles, etc. On avait tout ce qu'il fallait pour démarrer et il n'y avait pas de raison que ça échoue. Ok. Du moins, c'est ce qu'on pensait. C'est quoi le curveball que tu vas nous lancer maintenant? Eh bien, GIN, on a commencé à la préparer en septembre 2019 Mhm. et on s'est lancé en mars 2020. Pourquoi est-ce que ça fonctionnerait pas? Alors en mars 2020, c'est le moment où le Covid est arrivé et c'était du coup pas tout à fait le moment d'envoyer des étudiants en stage à l'international. Oui. Pour qu'ils n'écrivent pas, quoi. Oui. De toute façon, il y avait pas d'avion ou très peu. Enfin, Mhm. c'était pas évident. Donc, alors, il n'était pas question de retrouver un job non plus parce Mhm. que personne ne recrutait, l'incertitude était trop élevée et donc
On s'est dit, voilà, on donne déjà un petit peu cours à gauche, à droite. Moi, je donnais déjà cours un petit peu en Chine et en Belgique. Mon associé... Attends, comment est-ce que tu es allé en donner... Enfin, donc, tu as terminé tes études et maintenant tu donnes cours. Comment est-ce que ça se fait, ça? Donc, en fait, quand j'ai étudié à Supinfo, Supinfo permettait aux étudiants de donner cours dans les années d'en dessous. Ok. Moyennant une formation qui était assez dure, mais vraiment efficace pour devenir prof. Et donc, ils avaient un partenariat avec une école en Chine. Donc, ça m'a permis de donner cours aussi bien en Belgique qu'en Chine. C'était assez chouette. C'est comment de donner cours aux Chinois? C'est particulier. Les règles sont différentes. Les convenances sont différentes. Ok. Quelles sont des convenances très européennes, belges, et quelles sont des convenances très chinoises, asiatiques Eh bien, ici, participer en classe, c'est bien vu. Oui. Poser des questions, répondre aux profs. Oui. En Chine, c'est mal poli. Pourquoi? Poser une question, ça voudrait dire que le prof n'a pas bien expliqué la matière. Ah, donc c'est un truc d'autorité en Chine. Oui. Directement, je suis descendu d'avion, je suis arrivé à l'université. On va directement, il faut aller voir le leader de l'université, c'est l'équivalent du recteur chez nous, et le représentant du parti. C'était le même bureau. Donc le parti communiste chinois, il faut directement parler en tant que... Il faut directement passer par chez eux. Et donc, c'est deux femmes très sympas. Alors, elles vous servent une tasse d'eau chaude parce que les Chinois boivent de l'eau chaude, santé. Okay. Ils adorent ça. Mes étudiants, d'ailleurs, à la pause, c'est la première chose qu'ils font, c'est ils filent vers le vendeur d'eau chaude ambulant dans la rue pour aller re-remplir leur gourde qui sirote durant mon cours. D'eau chaude? Ouais, d'eau chaude, ouais. Okay. C'est un bon business, hein. Ouais, ben... Peut-être qu'on devrait en faire un en Belgique. C'est assez sain. Donc, voilà. Mais, donc, voilà, on a partagé une tasse d'eau chaude et ils m'ont expliqué qu'il fallait que je donne cours à l'occidental, comme en Belgique. Et que et donc que j'amène mes étudiants à participer, etc. Ça a été assez compliqué. Je suis rentré la première fois en classe et j'ai dit good morning. Oui. Et mes étudiants chinois n'ont pas répondu. Ah. J'ai insisté, good morning. Et tu étais devant combien de personnes? 80. Ah. Et ils se sont regardés tous un peu bizarrement. Qu'est-ce qu'il attend Oui. Et puis j'ai insisté une troisième fois. Et puis alors là, ils ont éclaté de rire et ils ont dit good morning. Donc c'était mon running gag tous les matins. J'arrivais, ils disaient good morning. Est-ce que tu trouves que notre système vient mieux? Enfin, ils t'ont invité parce que notre système européen belge est mieux que celui chinois ou bien? C'est pas une question de mieux. Okay. C'est une question de connaître les différents systèmes, connaître les différentes cultures. C'était tout l'objectif pour les Chinois que je sois là. Bien sûr, les matières que j'enseignais, ils auraient pu trouver des profs chinois qui auraient pu les enseigner. Oui. C'était pas des cours très avancés, c'était vraiment des cours de programmation de base à l'époque. Okay. Et donc, c'était l'objectif principal, je pense, pour l'université, c'était d'amener à fréquenter différentes cultures. Et quand tu étais en Chine, est-ce que tu as des anecdotes de la Chine que les Belges devraient savoir sur... on est de plus en plus en contact avec les Chinois, donc qu'est-ce qu'on doit savoir des Chinois en tant que Belges? Eh bien, déjà, si on fait du business avec les Chinois, connaître leur culture du business. Alors, la Chine, c'est grand. Un Chinois du Nord et un Chinois du Sud ont des cultures qui sont forcément plus proches l'une de l'autre qu'elles le sont avec nous, mais ça reste des cultures différentes. De mon expérience, en affaires, les Chinois sont très durs au moment de la négociation, mais par contre, au moment de l'exécution, ils feront tout pour que ce soit exécuté. Okay. Notamment, il y a eu un moment où une université chinoise a eu un peu de mal à nous payer. La personne qui s'était engagée auprès de nous, qui nous avait engagés, mais qui du coup s'était engagée auprès de nous à nous payer, voulait payer sur ses propres deniers. Ah, donc elle est payée avec son propre salaire, les profs. Oui, parce qu'elle s'était engagée. Donc c'est quelque chose à savoir. Ils sont particulièrement honnêtes une fois que le contrat est signé et particulièrement durs en affaires avant. Ok, intéressant. Et donc... Selon mon expérience, hein, bien sûr. Donc tu parles de la Chine, mais... je sais aussi que tu travailles pour les Nations Unies. J'ai travaillé, oui. Tu as travaillé. Oui. Est-ce que je peux faire un peu, comme on dit en anglais, le devil's advocate? Of course. On a Trump qui essaie de casser les Nations Unies, qui essaie de créer ses propres Nations Unies. Pourquoi est-ce qu'un Belge doit encore
rester dans les... Enfin, pourquoi est-ce qu'un Belge doit espérer que les Nations Unies restent et c'est quoi les Nations Unies, le futur des Nations Unies? Alors, le futur des Nations Unies, c'est difficile à prévoir. C'est sûr qu'il va falloir s'adapter au nouveau monde. Les Nations Unies, créées après la Seconde Guerre mondiale, c'est le garant du droit international. Ok. Maintenant, les Nations Unies ne sont jamais que ce que les pays qui composent les Nations Unies en font. Mhm. Évidemment, les 5 membres du Conseil permanent en priorité. Mhm. Alors, aujourd'hui, on vient d'une période où le droit international a été roi, et c'était génial. Mhm. Enfin, génial. C'était en tout cas bien mieux. Oui. Maintenant, il faut se rappeler que les Nations Unies n'ont pas toujours été aussi faciles à gérer. Durant la guerre froide, dans le même conseil, on avait les 2 blocs qui s'affrontaient. Mhm. C'était... Mais quand tu dis que, ok, donc ça c'était dans le passé, mais aujourd'hui, je veux dire, encore une fois, enfin, on regarde l'actualité, on voit que les Nations Unies, je veux dire, ils font rien pour ce qui se passe dans différents conflits, dont le Yémen, dont le Soudan, dont ce qui s'était passé. Alors, je pense que dire que les Nations Unies ne font rien, Mhm. c'est réducteur. C'est Ok. pas vrai. Ils font du lobbying pour essayer de trouver des solutions. Maintenant, on est toujours tributaire des États et du droit international. Mhm. Est-ce que ça devrait changer? Qu'ils soient pas juste là pour être une place où on peut parler, mais vraiment une place où s'il y a enfin, on casse sur le droit international, ben, que les Nations Unies peuvent rentrer dans un pays et dire non, maintenant c'est trop. Ou bien, Alors, c'est le cas avec un mandat des Nations Unies, oui, mais voté par les États membres. Oui. Ouais. enfin, le Conseil de sécurité. Oui. Est-ce que tu penses qu'un jour il y aura un État qui sera au-dessus de tous les États? On était déjà plus ou moins dans cette situation-là parce que les Nations Unies, il y a le Conseil de sécurité, Mhm. mais il y a d'autres instances, d'autres sous-organisations des Nations Unies, notamment les différentes agences. Et ces différentes agences, elles ne sortent pas leurs fonds de nulle part. Mhm. Ce sont les différents États qui financent. Et il Oui. n'y a rien à faire jusqu'à Trump. Oui. La grande majorité de ces agences étaient, ou en tout cas les plus importantes, étaient en majorité financées par les États-Unis et qui donc avaient une énorme influence dessus. Mhm. Moi-même, quand j'ai travaillé pour les Nations Unies, je n'ai évidemment pas travaillé pour le Conseil de sécurité, ça aurait été sympa. Mhm. Mais je travaillais pour une des agences qui s'appelle l'ITU, International Telecommunication Union, donc Mhm. l'agence internationale des télécommunications, qui est en fait une agence qui date d'avant les Nations Unies, Ah, du 19e siècle. C'est la plus vieille agence des Nations Unies, mais qui est devenue une agence des Nations Unies avec le temps. ok. Et t'as des anecdotes de quand t'étais dans les Nations Unies? J'imagine que c'est quoi? C'est à New York un Non. bureau... Non? Non. Donc mon travail était en remote. Ok. Je travaillais c'était forcément dans les années un peu Covid. Mhm. Et le centre de ma mission était à Riyad, en Arabie Saoudite. Oh, ok. Mais parce que c'était l'Arabie Saoudite qui finançait en grande partie le projet sur lequel j'étais. Ok. Donc je travaillais sur un projet pour développer l'entrepreneuriat technologique dans le monde arabe. Mhm. Et alors là, justement, L'entrepreneuriat technologique dans le monde. Ok. Et ça veut dire, qu'est-ce que tu faisais Alors, moi j'étais en charge de la stratégie marketing et communication. Mhm. Donc c'est vraiment élaborer un plan de stratégie. Alors on a également créé des cours parce que c'était dans nos cordes. Mhm. J'ai travaillé avec mon associé Javier González Núñez, qui est mon associé pour Tonic Teaching et toutes les boîtes que l'on a fait depuis. Ok. Alors, c'est une anecdote, eh bien, je pense que celle-là, elle est importante parce qu'elle parle vraiment justement du droit international. Mhm. J'étais en charge de la communication, donc faire des posts, etc. sur les réseaux, ça rentrait un petit peu dans mes attributions. Maintenant, Mhm. on m'a dit, voilà, tu fais ce que tu veux. Ce que tu veux. Oui. Mais il y a une règle. Et cette règle, c'est pas de carte. Jamais. Pas de carte pourquoi aux Nations Unies Alors, oui, ça paraît bizarre. Surtout qu'on aurait envie. On a envie de montrer les différents pays. Et une des meilleures manières de les représenter au-delà du drapeau, c'est montrer leur carte, leur forme. Oui. Mais on ne peut pas. Hein? Parce que il n'y a rien de plus sensible qu'une frontière contestée. Et si jamais une agence des Nations Unies fait une publication Mhm. avec une carte qui a une frontière, Mhm. forcément il faudra trancher sur la carte. Oui. Et bien tout d'un coup, ça devient la frontière que reconnaissent les Nations Unies. Ok, donc toi en tant que... c'est bizarre, enfin je veux dire, c'est les nations qui votent sur les États membres, enfin les États qui sont reconnus, etc. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas prendre
un vote majorité, etc. Ok, on reconnaît les États, les frontières des États. Alors, Ou bien c'est juste trop technique. c'est trop technique. C'est-à-dire que l'on aurait pu, il y avait une procédure pour pouvoir le faire, mais il fallait faire valider par une dizaine de personnes la ok. carte avant. Donc on a dit non, on fait pas. On fait pas, ok. Et cette expérience-là, dans les Nations Unies, ça t'a donné quoi comme valeur? Eh bien, ça m'a montré l'importance effectivement du droit international, de la coopération entre les États, Mhm. de l'importance aussi du développement économique. Oui. Ça m'a renforcé dans ma conviction que le développement économique est un assez bon garant de la paix. Ok. Maintenant, évidemment, depuis le monde a un peu changé cette dernière année, donc cette conviction s'effrite un peu, mais je suis malgré tout toujours prêt à me battre pour elle. Ok. Et quand tu dis de se battre, tu es aussi réserviste. Effectivement, je suis réserviste à l'armée belge. Pourquoi est-ce que tu voulais être réserviste? Eh bien, plusieurs raisons. Mhm. La Belgique m'a énormément apporté, même dans mon business. À chaque fois que je vais dans un pays étranger avec mon business, les organismes que ce soit l'AWEX, le FIT ou Hub Brussels m'aident à m'établir dans le pays. Mhm. Et c'était un moyen de remettre mes compétences, notamment des compétences que j'ai acquises grâce à la Belgique, Mhm. au service de la Belgique. Et puis alors, j'ai quelques copains qui y étaient, il y avait moyen de travailler avec eux, et donc c'était un bon moyen d'aller travailler avec des copains. Est-ce que tu trouves que être réserviste, ça te donne quelque chose de valeur en plus? Je n'y ai jamais réfléchi. Mhm. Bien sûr, il y a toute une série de compétences qui sont intéressantes. Mhm. Lorsque vous faites l'instruction militaire, la première instruction militaire, vous avez notamment une formation en secouriste qui est assez poussée. Et je l'avais jamais fait. Je m'étais toujours dit que je devais faire comment ça s'appelle, le BEPS. Mhm. Mais finalement, je ne l'ai jamais fait. Et donc là, ça m'a donné l'occasion de le faire. Et quand tu dis... parce que moi, ce qui me fait peur devenir réserviste, c'est les 3 semaines ou les 2 semaines où tu es... Qu'on appelle ça, tu es un peu, je n'ai pas envie de dire l'esclave, mais je veux dire, tu dois faire ce que le drill master fait. Oui. C'est quoi cette expérience en Belgique? Alors, ça n'a pas été désagréable. C'était vraiment, on s'est trouvé dans un groupe de gens, on se connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Je pense qu'il y avait personne qui connaissait personne. Mhm. Et on est sortis de là tous bons copains. Il y a 3 semaines, on s'est encore retrouvés pour faire, avec quelques-uns, pour aller faire un petit laser game Mhm. et boire un verre. Il y avait une assez bonne ambiance, c'était assez chouette. Et quand tu dis chouette, on te réveille pas à 2h du matin? Non, ça c'est plutôt l'heure à laquelle on va dormir. Ah, ok. Non, j'exagère un peu, plutôt 1 heure dans le pire des cas. On se lève assez tôt par contre. Quand même, je sais plus, c'était 4h30 ou 5h. Donc tu dormais 2 heures pendant... Et c'est combien de semaines? C'était 2 semaines, mais alors, militaire c'est un job de semaine, hein. Donc le week-end on rentre chez soi. Ok. Ah, ok, donc c'est... Mais tu conseillerais de devenir à des jeunes garçons, aux filles, de devenir réservistes pour la Belgique? Eh bien, oui, c'est une très bonne expérience. Je pense que ça apporte une série de compétences qui sont utiles. Mhm. Et ça fait travailler sur la discipline, qui est pour moi la compétence clé. Tout le monde parle toujours de la motivation. Mhm. Et je pense que si j'avais compris que la motivation n'est pas importante par rapport à la discipline, j'aurais réussi plutôt dans mes études. Ok. La motivation, c'est une émotion. On ne Mhm. contrôle pas ses émotions. Il y a des moments où on sera motivé, des moments où on le sera moins. Même si on aime ce que l'on fait, même si on en a envie, on ne contrôle pas son émotion. Mhm. Et la discipline, c'est ce qui va rester. Ok. Et Donc la discipline. ouais. Et donc ça te donne la discipline, être réserviste en Belgique. Oui, ça donne une discipline pas seulement envers les autres, mais envers soi également. Ok. Dis, j'ai une question. Ouais. En 2024, tu as gagné la médaille du mérite social en Belgique. Oui. Déjà, quand tu gagnes une médaille comme ça, donnée dans des beaux palais, etc., qu'est-ce que ça te donne dans ton cœur? Alors, je ne l'ai pas tout à fait reçu dans un beau palais, mais alors, pour moi, la médaille du mérite social, ça a été une reconnaissance de mon travail. Et c'est vrai que je ne m'étais pas beaucoup posé la question jusque-là, mais Mhm. j'ai eu plusieurs engagements dans diverses œuvres caritatives et au travers de mon boulot aussi. Et parfois, sur certaines choses, on se sent un peu face à l'adversité, face à des difficultés que l'on se demande comment est-ce qu'on va gérer. Mhm. Et là, recevoir cette médaille, ça a montré une reconnaissance. Et c'est vrai que Mais quand tu dis reconnaissance,
Par exemple, quand tu étais au Congo, qu'est-ce que tu as fait au Congo? Alors au Congo, plusieurs choses. Mon premier projet au Congo, ça a été... à la base, j'ai débarqué là comme consultant. Parce que donc, j'ai ma boîte de profs, Tonic Teaching, qui fournit des profs aux universités, business school, coding school. On essaye d'avoir des missions de consultance, on pourra en reparler tout à l'heure, qui nous permettent de garder un pied dans le métier et ne pas devenir des profs dépassés après 4-5 ans. Comme on n'est pas des profs chercheurs. Les chercheurs, ils sont toujours au top de la science parce qu'ils font de la recherche et ils se documentent. Et ton ambition au Congo, c'était de faire quoi? On est arrivé au Congo. Up Brussels nous a mis en contact avec un homme qui s'appelle Val Massamba, qui voulait développer une plateforme pour développer l'économie du pays, pour créer en fait une classe moyenne en supportant l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de classe moyenne au Congo. Non. Ça a commencé comme une mission de consultance et puis on s'est tellement bien entendu que finalement on a décidé de créer une boîte ensemble et aujourd'hui... Parmi mes divers rôles, il y a CEO de cette boîte. On travaille donc, en majorité avec la Banque mondiale pour accompagner les entrepreneurs congolais. Alors, ce n'est pas de l'entrepreneuriat technologique, c'est vraiment de l'entrepreneuriat de base, pour que ce soit un entrepreneuriat pérenne. Donc, la première chose à faire, c'est de sélectionner les bons entrepreneurs. Dans les pays en développement, vous avez toute une partie de la population qui fait de l'entrepreneuriat pour survivre, non? de survie. Et donc, alors, qu'ils le fassent, c'est bien, mais ça apporte toute une série de problèmes. Ces gens, à la première occasion, vont devenir employés. Oui. Et ils ont raison de le faire. Parce qu'ils sont dans des domaines où, généralement, il n'y a aucune perspective de croissance. Ils vendent, je sais pas moi, des pommes. Pour vendre leurs pommes, ils vont aller dans la rue où on vend des pommes. Oui. Et 2 mètres à gauche et 2 mètres à droite, il y a quelqu'un d'autre qui vend des pommes. Oui. Aucune perspective de croissance. Le jour où ils vont quitter leur petit business pour devenir employés, ça va faire des trous dans l'économie. Donc en fait, tous leurs fournisseurs vont perdre leurs clients. Leurs éventuels employés informels vont perdre leur boulot. Oui. Leurs clients, s'ils sont dans du B2B, vont perdre leurs fournisseurs. Et comment est-ce que vous avez alors essayé de changer cela? Donc, mon associé, en fait, Val, il a fait un doctorat à l'Université de Bordeaux, justement, sur le sujet, sur comment déjà sélectionner les entrepreneurs, comment détecter les entrepreneurs qui ont un potentiel de croissance, qui vont rester entrepreneurs, et comment les accompagner au mieux. Il a un taux de réussite qui était donc avant qu'on digitalise, assez élevé, d'environ 90%. Oh. Et quand tu dis taux de réussite, ça veut dire quoi en fait? Des entrepreneurs qui, après 2-3 ans, sont toujours entrepreneurs. Entrepreneurs, que le business tourne toujours, qu'ils ont réussi à avoir des employés, à créer de l'emploi, etc. Ok. Et ça, c'est important. Tu trouves que c'est très très important au Congo parce que tu vois des changements, qu'il y a de plus en plus de classes moyennes qui viennent au Congo ou... C'est difficile. C'est quand même encore difficile. Oui. Malgré tout, il y a une jeunesse qui pousse, qui en veut vraiment et qui tente de créer des business. Et c'est même au travers d'un incubateur qui est très important à Kinshasa, qui s'appelle Silicon Village, qui vient d'une boîte belge qui s'appelle Texaf. Une assez grosse boîte belge, mais qui est uniquement présente au Congo. Donc pour toi, il y a encore beaucoup d'influence de Belgique au Congo, mais pour créer ce genre de startups, etc., pour essayer d'aider l'économie congolaise, c'est ça? Oui, en tout cas, il y a encore une certaine activité belge au Congo, oui. Okay. Ça, oui. Okay. Tu parlais justement de l'entrepreneuriat technologique. Ouais. Alors, je voulais un peu venir sur SolidCV, parce que donc, c'est ta 7e boîte que tu as lancée il y a moins d'1 an, si je ne me trompe pas. Oui. Pourquoi est-ce que tu as créé une boîte sur le CV? Donc, avec mon associé, Javier Gonzalez, on veut toujours s'entraîner et entraîner notre créativité, et on réfléchit toujours à des problèmes que l'on pourrait résoudre. Okay. La valeur d'une boîte n'est jamais dans la solution, elle est dans le problème. C'était quoi le problème avec les CV? Voilà, on s'est rendu compte que 20% des CV dans le monde sont frauduleux. Quand tu dis frauduleux, ça veut dire... les gens mentent dessus. Okay. Que 40% des gens ont déjà menti au moins une fois sur leur CV. Donc ça veut dire, dans cette salle, on est à 3, ça veut dire qu'il y en a au moins un ici qui a déjà menti sur le CV. Statistiquement, oui. Okay, bon. J'espère que c'est pas moi. Chacun son âme et conscience. Alors, le coût de ce problème, c'est 22 milliards de dollars par an pour les entreprises. Partout dans le monde, c'est ça? Ouais.
Et pourquoi ça coûte autant? Enfin, donc, si toi tu mens sur ton CV, pourquoi est-ce que ça coûte si cher? Donc déjà, recruter quelqu'un, c'est cher. Il faut payer un RH qui va travailler, qui va publier. Tout le process RH prend du temps. En Belgique, ça coûte combien? C'est une bonne question. Ça dépend en fait de la boîte, de la structure, de par où on passe, si on passe par une boîte externe, si on a le RH en interne. Mais ça peut coûter plusieurs milliers d'euros, voire même, j'ai entendu des entreprises qui vont parler de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ok. Ça dépend évidemment du poste pour lequel on recrute également. Donc, mais ensuite, alors si on veut parler de la Belgique, un mauvais recrutement coûte très cher. Ok. Aujourd'hui, en Belgique, virer quelqu'un, c'est extrêmement cher. Donc si moi j'ai menti sur mon CV et je viens dans une entreprise, comme ça prend combien de temps avant que toi tu pourrais me faire en sorte de me sortir si c'est ma faute? Alors déjà, il faut se rendre compte que tu as menti sur ton CV. Vous avez de toute façon un préavis de 3 semaines dans la plupart des cas. Donc payer quelqu'un pendant encore 3 semaines sans qu'il fasse quelque chose, quoi. Voilà, c'est un coût assez élevé. Sans compter que dans pas mal de cas, on ne peut même pas spécialement virer quelqu'un. Et donc, Solid CV, qu'est-ce que vous faites? Enfin, qu'est-ce que vous proposez à des entreprises ou bien des personnes comme vous et moi? Ça a été le problème de départ. Et donc, on a conçu une solution pour résoudre ce problème sur base de blockchain et d'IA. Et ensuite, on s'est rendu compte que grâce aux données que l'on avait, on allait pouvoir créer énormément plus de valeur. Okay. Et c'est devenu une one-stop-shop solution. On résout toujours le problème des CV frauduleux. Comment? Si je peux Alors, bien sûr, donc il y a plusieurs parties. Tout d'abord, il y a une partie pour ce qui est les credentials, donc tout ce qui est les expériences professionnelles et les diplômes, certificats et autres. Donc ça, on a une solution blockchain qui nous permet de valider. Alors, pourquoi blockchain? Parce que la blockchain est en fait une base de données. Une blockchain, c'est rien d'autre qu'une base de données. Okay. Et sur une base de données, normalement, on peut effectuer 4 opérations. Créer des données, lire des données, mettre à jour des données, supprimer des données. Sur une blockchain, on ne peut plus en effectuer que 2. On ne peut plus supprimer ou modifier des données. Okay. On ne peut plus qu'en créer et en lire. Ce qui a comme effet d'avoir une base de données où tout est traçable. On peut toujours voir qu'est-ce qui s'est passé quand. Et donc, sur une base de données telle que celle-là, si par exemple je dis que tu as travaillé à Tonic Teaching par exemple, l'on pourra toujours retracer sur la blockchain si c'est vrai ou pas, qui a publié l'information et donc bien vérifier que c'est Tonic Teaching qui a publié ça dans ton alors on appelle ça un portefeuille, un wallet, dans ton compte avec de gros guillemets parce que sinon nos auditeurs spécialistes de la blockchain vont me tuer pour ça. Mais donc, toi, tu utilises la blockchain pas pour les cryptos, mais pour essayer d'améliorer tout ce qui est le RH, c'est ça? Exactement, oui. Donc, la blockchain, c'est bien plus que juste la partie financière, crypto-monnaie. Bien sûr, il y a des gens qui sont devenus très riches avec ça, d'autres un peu moins, comme n'importe quel investissement. Maintenant, derrière, avant d'être une technologie pour les cryptos, la blockchain, c'est une base de données. Okay. C'est un outil informatique. Est-ce que la blockchain, ça peut être une nouvelle, une sorte de carte d'identité? Alors, on pourrait utiliser la blockchain et le wallet blockchain comme un gestionnaire d'identifiant. Vous avez sûrement vu passer les métaverses, bon, le succès et puis plus ou moins l'échec, mais c'était toute l'idée derrière. Okay. Parce que les métaverses, là on rentre vraiment un peu dans les trucs techniques. Oui. Pour toi, donc c'est créer des mondes qui n'existent pas. Alors, ils existent. Plus que ça, parce que sinon, des vieux univers de jeux vidéo tels que World of Warcraft seraient également des métaverses. Non, le métaverse est basé sur la blockchain. C'est ça qui le rend différent. Parce que de cette manière, on peut avoir une vraie notion, même dans un univers virtuel, de propriété, de traçabilité. Et la blockchain amène un dernier avantage, le fait que ce soit décentralisé. Okay. Ne plus avoir un seul serveur central. Si vous faites une attaque sur le serveur de WoW, vous allez... vous devez déjà être très fort, mais vous allez, si vous y arrivez, WoW va être à l'arrêt. Si vous lancez une attaque sur un métaverse, certaines parties du métaverse vont peut-être être down, mais le reste va continuer à fonctionner. Okay. Quand tu dis ça, moi,
j'ai quelques cryptos, donc j'ai envie de rentrer dans ce sujet un tout petit peu. Pour toi, quelqu'un qui s'y connaît dans l'IA, dans la programmation, est-ce que les cryptos et tout ça, ça a un futur dans ce monde? Alors, oui, pas forcément pour les bonnes raisons, mais oui. Pourquoi tu dis ça? Donc, les cryptos sont... Alors, Bitcoin. le Bitcoin. Oui. Les cryptos et le Bitcoin... Enfin, le Bitcoin est une crypto, mais c'est un cas particulier des cryptos. Dans le sens où la blockchain du Bitcoin ne sert que pour faire du Bitcoin. Nous avons d'autres blockchains, par exemple, la plus connue, c'est l'Ethereum, qui est une blockchain qui permet l'exécution de code. Ok. Et donc, tous les codes qui tournent sur la blockchain Ethereum ont besoin de la crypto-monnaie Ethereum pour fonctionner. Donc, forcément, sa valeur a un certain lien avec le code qui Mais s'exécute. tu ne me réponds pas à ma question. Est-ce que tu crois dans les cryptos? Oui, oui, en tout cas qu'elles vont avoir de la valeur et qu'elles vont en garder, oui. Et alors, la raison pour laquelle j'ai dit pas forcément pour les bonnes raisons, Ok. parce que toute une série d'États sous embargo fonctionnent grâce aux cryptos. Mhm. L'Iran, la Corée du Nord fonctionnent grâce aux cryptos, et donc forcément, tant qu'eux utiliseront les cryptos, le système va tourner. C'est intéressant que tu dis ça parce que, bon, ok, je veux dire, tu as représenté la Belgique dans beaucoup de missions, etc. Est-ce que c'est pas une vision très de l'Ouest qui dit, ben, ces États membres-là, ils sont pas bien, enfin, je veux dire, honnêtement, c'est vraiment des États qui sont pas bien. Vu que eux vont l'utiliser, ça veut dire ça veut dire qu'on salit le Bitcoin à jamais. Est-ce que c'est pas un trop outil. facile? C'est un outil, c'est-à-dire que c'est une technologie, la blockchain est une technologie. Le jour où on a inventé le marteau, on a pu planter des clous et on a pu fracasser le crâne du voisin. Oui. Dépend ce que l'on en fait. Oui. Toi, tu as créé ta propre blockchain, ça veut Non. dire? Non. Non. Pour SolidCV. Pour SolidCV, donc j'ai créé du code qui s'exécute sur des blockchains existantes. Ok. Et en fait, ça c'est intéressant parce que ça veut dire que mon code va continuer d'être disponible, Mhm. même si ma boîte, on ne l'espère pas, Mhm. mais fait faillite. Et alors, c'est intéressant notamment pour les diplômes. Donc j'ai étudié à Supinfo, comme on l'a dit. Supinfo, c'est une université qui était privée, on l'a dit aussi. Mais cette université, au moment du Covid, comme elle est privée, elle a fait faillite. Ok. Alors, moi, avec mon diplôme, j'étais un peu le bec dans l'eau. Alors, bon, j'ai eu de la chance, c'était une assez grosse université. L'État français est intervenu et a redonné la marque Supinfo et tout ce qui allait avec au groupe Ionis, qui est le plus gros groupe français d'éducation. Imaginons qu'on soit dans un pays avec un gouvernement qui a autre chose à faire, Oui. ou une école un peu plus petite. Si l'école fait faillite, quid du diplôme? S'il est sur la blockchain, même si l'école fait faillite, tant que la blockchain existe, Mhm. et une blockchain comme Ethereum, comme énormément d'entreprises ont du code qui tourne dessus, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Oui. Donc ça éternalise Le diplôme. Ok. Ouais. Et donc on fournit une solution clé en main, notamment aux universités pour ça. Mais est-ce que tu proposes donc SolidCV aux universités, aux particuliers ou bien aux Ouais. entreprises? Tout à fait, donc les trois. On s'est posé la question de pourquoi est-ce qu'on a un CV. Mhm. Finalement, nos expériences et nos diplômes servent surtout à prouver, ou en tout cas à être à des indicateurs de nos compétences. Mhm. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut pas directement prouver les compétences? Oui. Et donc on a imaginé un système de questions Mhm. que l'IA va générer sur chaque compétence. Ok. Des questions qui sont généralement assez ouvertes au début, qui se basent sur vos expériences, Mhm. et donc qui vont permettre à l'IA de comprendre votre compétence, pas seulement le niveau, mais également vos sous-compétences. On parlait de compétences blockchain. Oui. C'est bien de dire qu'on a une compétence en blockchain, mais est-ce que l'on est développeur? Est-ce que l'on est investisseur crypto? Est-ce que l'on est spécialiste en tokenomics? Ces compétences n'ont rien à voir. Mais le système va être capable de le découvrir. Et ton ambition pour cette entreprise, pour ton startup, c'est d'être quoi dans 10 ans? La startup, la startup, ce ne sera plus une startup déjà. D'être l'entreprise principale pour tout ce qui est la gestion de la carrière et le recrutement En Belgique? dans le monde. Ah oui. Vous connaissez le proverbe, viser la lune pour atterrir dans les étoiles. Peut-être que je n'atteindrai pas ce but-là, mais il faut essayer avant d'y arriver. Mhm. Et puis peut-être que j'arriverai à faire autre chose qui sera tout aussi bien. Il faut essayer. On t'a aussi demandé de venir avec un objet, un déguisement.
Est-ce que tu veux bien te mettre dans ce déguisement et puis nous expliquer pourquoi tu es venu avec ce déguisement? Ça marche. Alors ceci, ça représente une de mes startups les plus déjantées. Ok. Qui était une startup de vidéos de paintball. C'est Smile Paintball Network. Donc tu es habillé j'allais presque dire en soldat, mais donc c'est pas soldat, c'est paintball. Pour toi, c'est quoi le paintball? Ça représente quoi dans ta vie? Alors le paintball, ça a été une aventure incroyable. Ok. Où on a commencé de zéro. Mais toi, tu faisais du paintball ou bien tu faisais juste des vidéos de paintball? Non, je faisais à la base, je faisais rien. Okay. Puis au moment de devoir financer mon master, j'ai dû trouver une nouvelle boîte parce que la première pour mon bachelor, en gros, elle a trop bien réussi. C'était soit la boîte, soit mon master, et j'ai choisi de faire un master. Donc, okay. Puis je suis tombé sur un gars, Guillaume Massarwaite, qui est devenu un très très bon copain. Uh-huh. Et il m'a dit, voilà, écoute, j'ai besoin d'un développeur pour lancer un réseau social de vente en ligne qui s'appelle Bamsel. Je cherche un associé, mais on va également faire une activité de vidéo de paintball. Ok. Alors, on va expliquer pourquoi un peu plus tard. Mais donc, l'idée, c'était on va avoir une approche professionnelle de la vidéo. On va filmer et se poser les questions de comment est-ce qu'on va pouvoir avoir une vidéo de meilleure qualité possible. On parle de 2015. Et ensuite avoir une approche de digital marketing vraiment agressive et efficace. Ok. Le tout en organique, sans dépenser un cent en publicité ciblée. Ok. Là, tu as commencé à jouer du paintball. Là, on jouait, voilà. Et donc ici, on voit sur le masque, il y a une attache en fait qui permettait de mettre un bras. Ok. Et avec une GoPro, on avait même calculé, parce que si on attache la GoPro au-dessus, comme tout le monde fait, oui. ça donne pas une vue FPS comme dans les jeux vidéo. Ok. C'est un peu trop haut, donc on avait vraiment tout travaillé dans tous les sens pour obtenir le meilleur résultat possible. Alors, à force de jouer au paintball, on est devenu pas trop mauvais. Ok. On est devenu l'équipe qui a eu le plus de vues sur Facebook à l'époque, le monde entier. Ah, ok. Et puis, du coup, on est devenu également l'équipe la plus sponsorisée de tous les temps. Ah. Et quand tu dis sponsorisé, ça veut dire l'équipement paintball? L'équipement, oui, des sponsors normaux. Bah voilà, à peu près tout ce que tu vois de mon costume en ce moment, oui. C'est tout du sponsoring. Et donc ça, tu as utilisé pour financer tes études, quoi. Ouais, pour financer mes études. Donc il faut vraiment penser un peu out of the box. Mais alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Oui. Parce que ça fonctionnait avec une autre boîte qui s'appelle Bamsel. Donc c'était une social marketplace. Donc les marketplaces sont un gros problème. Si jamais vous voulez lancer une marketplace, this is le 101. Vous avez besoin d'acheteurs et vous avez besoin de vendeurs. Oui. Comment est-ce que vous attirez les vendeurs? En ayant un marché, c'est-à-dire des acheteurs. Oui. Comment est-ce que vous attirez les acheteurs? En ayant des choses à acheter, donc des vendeurs. Oui. C'est un problème super connu en entrepreneuriat qui s'appelle l'inertie. Alors, l'inertie, ça peut être combattu de plein de manières. La plupart des boîtes copient le modèle de Airbnb. Okay. Airbnb, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué plutôt toute une série d'appartements qu'ils ont mis eux-mêmes en location sur leur propre plateforme. Oui. Ils ont faké le vendeur. Oui. Et Quertich, ma première boîte, c'est ça qu'on a fait. On a copié Airbnb parce qu'on connaissait leur modèle. On avait une plateforme pour que les profs et les étudiants se trouvent pour des cours à distance. Eh bien, on a créé des faux profils de profs au début. Au début, on les contrôlait, c'est nous qui on redirigeait les cours vers nous au début, puis vers d'autres. Oui. Et le meilleur jour de l'entreprise, c'est le jour où on a pu supprimer ses comptes. Champagne et tout le bazar. Oui. Ça voulait dire qu'on avait réussi. Oui. Ici, on a fonctionné de manière un peu différente. Puisque les entreprises qui nous sponsorisaient, elles avaient des choses à vendre. Oui. Des événements de paintball, du matériel. Donc vous avez le vendeur. Et donc voilà, on a amené le vendeur. On leur demandait un petit peu moins que ce qu'on aurait pu leur demander pour le sponsoring, mais en contrepartie, ils devaient mettre en vente sur la plateforme. Amazon a commencé avec les livres, on a commencé avec le paintball. Et puis, c'est typique belge, ça, c'est un truc vraiment à la one, dans le paintball pendant que tu faisais ton master. Voilà. Et alors la cerise sur le gâteau, c'est que toute la publicité pour tout ce qui se trouvait sur la plateforme était faite via les vidéos de paintball qui avaient beaucoup de vues. Okay, donc la boucle était bouclée. Pour toi, le paintball, tu en fais encore tout le temps ou moins? Moins, malheureusement, avec tous mes voyages, c'est plus aussi facile. Mais, mais voilà, après, de temps en temps, quand même, je m'en sors assez bien. Je vois aussi, il y a des ne vous en faites pas, à tout le monde qui nous regarde, il y a des fusils ici à côté. Mais c'est des fusils donc de paintball. Hein. Alors on appelle ça des marqueurs. Ça sert à marquer. Okay. Et effectivement. Est-ce qu'il y a des stratégies de paintball? Je veux dire, on rentre dans la niche.
Ouais. Est-ce qu'il y a des stratégies? Toi, tu étais quelle position Alors moi, j'étais sniper. Ok. Ah. Et il y a combien de différentes positions possibles? Ça dépend un peu comment les équipes sont organisées. Mhm. Nous, on était une équipe de 10, organisée en 2 escouades, donc Mhm. avec un chef d'équipe et puis des chefs d'escouade. Ok. Il y avait un sniper, c'était moi, et j'étais également chef d'une escouade. Et puis on avait alors on avait un gunner aussi, donc quelqu'un qui a un peu plus de munitions et des assauts. Alors il faut comprendre que au paintball, on ne tire pas forcément pour toucher. On tire pour faire baisser les têtes. Ok. Comme ça, donc, l'équipe peut se déployer et au moment où on doit toucher, bah, ça devient une évidence en fait. Ok. C'est plutôt stratégique ou tactique. Pour en revenir encore sur l'université, tu as étudié à l'ECAM. Maintenant, c'est quoi ta relation avec l'ECAM? Alors, j'ai étudié à l'ECAM, j'ai échoué à l'ECAM, Mhm. et puis, eh bien, il y a quelques années, je suis retourné à l'ECAM, non pas comme étudiant, mais comme prof. Ah. Et du coup, ça a été assez amusant de revenir, de voir mes anciens profs, avec qui je m'entendais bien, hein. C'est pas parce qu'ils m'avaient pété que je les aimais pas, au contraire, j'ai beaucoup d'admiration pour eux, c'est des très bons profs, mais de les revoir comme collègues, c'était assez amusant. Tu es devenu prof dans une école qui t'a fait rater. Oui. Et tu penses que c'est des choses que d'autres Belges devraient essayer de faire? Pas de devenir prof en soi, mais de montrer le meilleur de soi et de revenir et un peu de faire le comeback kids? Oui, si la situation s'y prête, c'est assez satisfaisant. Et c'est vrai que un échec n'est un échec que si on n'en apprend rien. Mhm. Mon motto dans la vie, fail fast, fail cheap, fail fast, learn fast. La seule chose que l'on sait en tant qu'entrepreneur, c'est que l'on va échouer. Ok. Je sais qu'on apprend beaucoup plus d'un échec que d'une réussite. Oui. Eh bien, Sébastien, c'est génial, je trouve. Je voudrais vraiment te remercier pour être venu aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé non seulement de blockchain, de paintball, mais surtout de ta carrière en tant qu'entrepreneur, de quelqu'un qu'on disait ne pouvait pas réussir et qui est maintenant d'un cours dans plus de 10 universités partout dans le monde. Je voudrais vraiment te remercier d'être venu aujourd'hui ici et Avec plaisir, merci à toi, merci. au prochain.